Cicéron, le bien et le mal de Philibus III. Élégant exposé de philosophie stoïcienne, Caton en sage est censé parler. Grand problème de Cicéron qui donne la philosophie à Rome, la faisant passer du grec au latin. Caton montre que le sage est né pour un épanouissement et est révélé par une rupture, de la grâce d'être sage. Caton parle de l'agencement admirable de la doctrine. On peut prendre le système stoïcien par le bout qu'on veut, on est sûr que le tout va suivre. Cicéron décrit Caton avide de livres et boulimique de lecture. Caton ne veut pas de la méthode socratique par questions et réponses. Le stoïcien est subtil, parle brièvement, mais c'est maigre pour un orateur. Caton aime l'acuité du style des stoïciens. Cicéron prétend que la langue latine est encore plus riche que la grecque, métaphore de la recommandation, du rapport familier, de la façon d'être spontanément orienté vers quelque chose. Avec Sénèque, chaque âge possède sa constitution. Le bébé en a une, le garçon une autre et le vieillard aussi. Familiarité. Assimiler les altérations successives, il faut comprendre que nous sommes nés pour la sagesse et pourtant cela ne suffit pas à me faire sage. Cicéron s'inspire de Pagnesius, l'acte droit, l'action qui ne se dévie pas est celle du sage. Le convenable ne vaut rien, il n'est pas de la même nature que l'action droite. Le convenable est chronologiquement premier, la nature prépare à l'acte moral. Caton précise que l'acte moral nous exhorte à la rechercher. Analogie avec la lettre de recommandation, celui qui est recommandé fait plus de cas de celui à qui s'adresse la recommandation que celui qui l'a donnée. Ainsi la sagesse nous devient plus chère que ce qui nous a recommandé à elle. Dans l'analogie, réfléchir sur la fin, le but, c'est l'acte qui compte. Chrysippe utilise l'analogie avec la marche et la course. Il s'agit de régler son élan. Avec la marche, il y a adaptation du mouvement. Avec l'élan, on peut s'arrêter et changer de pas. Avec la course, on ne peut changer de rythme à la demande. Il en est de même pour les élans de l'âme. Élan naturel selon la raison, appréciation de la distance avec le but, le quantitatif et la valeur. L'acte, atteindre son objectif est créateur de sa fin, télos. Seule la sagesse est tout entière tournée vers elle-même. La sagesse n'a d'autre finalité qu'elle-même. Elle seule est capable de confondre l'élan, la visée et la fin et d'en faire l'acte droit. L'art parénétique, cette science du conseil, relève pour lui de la pédagogie. Pour Ariston, les préceptes ne sont rien, il faut une âme saine. Sénèque concevra la parenté entre le convenable et l'action droite. La sagesse est de vivre en accord et en harmonie avec la nature. La sagesse n'est pas épanouissement comme une fleur, elle est grâce et conversion. Le souverain bien ne saurait s'accroître, un sage ne saurait être plus sage qu'un autre. La sagesse a quelque chose de la tendance, ce n'est pas dans la continuité, il y a seuil et rupture. Le sage est d'une autre essence. Le sage devenu sage, il n'y a plus qu'à chanter la gloire du sage. Le sage est sans passion et sincère, il boira du vin sans s'enivrer, il est devin, il est libre, il est roi. Tout ce qui fait le sage, il le fait bien. Tout appartient au sage, il est parfait en tout. Il ne se trompe ni ne trompe. La philosophie autorise le sage à échapper au combat en se démettant de la vie. Le mot de Solon est juste, qu'il ne faut pas béatifier quelqu'un de son vivant, mais quand il a atteint la fin de sa vie. Une chose se définit toujours par sa fin, dit Aristote. Il peut convenir à des gens heureux de quitter la vie et inversement à des gens malheureux d'y rester. Caractère apaisé non dramatique, aucun sentiment de culpabilité et indifférence. Descuré, médecin, littérateur, définit le suicide comme un délire de l'amour de soi. Le suicide est le comble du délire aigu, il est une véritable fureur, Faudéré, contemporain de Pinel.
À l'époque romaine, le suicide ne faisait que prévenir de quelques heures la volonté du despote. Le sage est juste et indique la qualité de la conduite. Notre liberté, c'est d'aller de bon gré où de toute façon nous devons aller. Les stoïciens sont attachés au sens premier des mots. Le stoïcisme est dans son génie fondamentalement moniste. L'acte droit ne saurait oublier la tendance ni l'élan naturel. Les hommes sages sont courageux, justes et mesurés. Le seul bien qui existe est ce qui est moralement beau et le seul mal, ce qui est moralement laid. Les actions droites ou les actes correctement faits contiennent tout ce dont l'harmonie constitue la vertu. La sagesse embrasse la grandeur d'âme et la justice, se mettre bien dans l'esprit qu'aucune espèce de mal ne peut avoir prise sur le sage. Ainsi le seul bien existant est ce qui est moral. Et avoir une vie morale, une vie en compagnie de la vertu, c'est avoir une vie heureuse. Vivre en correspondance avec la nature est en accord avec elle. Les troubles de l'âme rendent misérable et amer. Ces troubles sont la tristesse, la crainte, le désir et les transports voluptueux d'une âme en état d'exaltation. Tout ce qui est moral est par soi-même à rechercher. Ce qui est moralement beau est la seule chose qui soit un bien. Les stoïciens ne regardent pas la douleur comme un mal. Même au milieu des supplices, le bonheur pour le sage est conservé. L'action droite désigne la réalisation de la rectitude. Le bien véritable consiste à se mettre en harmonie avec la nature et n'est pas susceptible de progrès et d'accroissement. Les choses qui ne peuvent en rien déterminer le bonheur ou le malheur sont différenciées par la valeur. La préférence va à la bonne santé, l'intégrité des sens, l'absence de douleur. L'amitié est une activité moralement belle. La bonne renommée mieux que la gloire. Vouloir être estimé, la beauté morale est le seul bien qui existe. Le monde, suivant la doctrine des stoïciens, est régi par la providence des dieux. La nature nous pousse à vouloir être utile au plus grand nombre possible, en instruisant les autres et en leur transmettant les règles de la prudence. L'homme existe en vue de protéger et de conserver des hommes. Il est conforme à cette disposition de la nature que le sage veuille prendre en main l'administration de la chose publique, avoir une épouse et des enfants. Les stoïciens appellent profit ce qui est utile et dommage ce qui est nuisible. Ils sont communs et égaux. Les avantages sont qualifiés de communs, les actions droites et les fautes ne sont pas considérées comme communes. L'amitié doit être pratiquée car utile. Tout ce qui est moralement beau et juste et équitable, vertu de la dialectique et de la physique aussi. La dialectique nous empêchant de donner notre assentiment au faux, ainsi ne pas être détourné de la vérité et induit en erreur. La dialectique est l'art qui supprime la précipitation du jugement et l'ignorance. Avec la physique, celui qui entend vivre en accord avec la nature doit chercher son point de départ dans l'ensemble du monde et dans la façon dont il est administré. Vieux précepte des sages, obéir au temps, suivre Dieu, se connaître soi-même, rien de trop. Personne sans les connaissances de la physique ne peut en avoir toute la portée, peut en voir toute la portée, et elle est très grande. Le sage instruit par la raison que la beauté morale est le seul bien, est forcément toujours heureux et a droit à tous les titres dont les ignorants ont coutume de se moquer. Il mérite la propriété de tout, lui qui seul sait faire usage de tout. Il mérite d'être appelé beau, les traits de l'âme étant plus beaux que ceux du corps. Seul il est libre, ne s'étant soumis à l'empire de personne. Il est invincible, car son corps enchaîné, son âme ne pourrait jamais être chargée de liens. Pour décider s'il aura été heureux, attendre le dernier jour de sa vie. Il n'y a que l'homme vertueux qui soit heureux, et si tous les hommes vertueux sont heureux, y a-t-il quelque chose qui mérite plus que la philosophie d'être cultivée? Y a-t-il quelque chose de plus divin que la vertu? Merci.